bonjour, vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Arakai, qui sera consacrée aujourd'hui à deux peintres du XVIIIe anglais, William Turner et Haydn. Voilà. Bonjour, pourquoi j'ai dit William, je Turner and Haydn. Voilà, c'est les deux faces d'une médaille. Il y en a un, c'est un génie, et l'autre, pas tout à fait. Et donc, à la lumière, on opposera le drame d'une vie d'artiste raté. Enfin, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. Une émission qui se veut... Vous venez d'écouter le Noir Désir, l'état d'esprit, j'oublie non plus. Et une émission qui se veut, qui s'espère, qui se croit, un regard en marge sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. D'ici ou d'ailleurs, on n'a pas de frontières dans ce domaine. Voilà. Une petite citation pour la route, pour cette émission, en tout cas, sur le chemin de la route au Cône. Mon affaire est dessiner ce que je vois, non ce que je sais. Et c'est du camarade Tutu. Autrement dit, Turner, voilà, qui était d'abord quelqu'un de terrain avant d'être quelqu'un... Mais ça l'empêchait pas, c'était pas du tout un idiot, il était très cultivé. Il écrivait, il peignait, enfin bon, il savait, il adorait la musique aussi. Voilà, les grands auteurs, Goethe, etc., etc. Bon, pourquoi je dis Goethe, pourquoi pas d'ailleurs. Voilà. C'est ça l'histoire d'aujourd'hui, de cette heure et demie qu'on va passer ensemble avec notre camarade Pichekou qui va tout de suite s'emparer de son micro pour vous dire quelques mots dans le poste. Oui, bonjour tout le monde. Donc je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Et Robert, on rappelait ce matin au café que nous sommes le 4 août, donc c'était le 4 août 1789, la nuit de l'abolition des privilèges. Oui, enfin bon, c'était un doux rêve de nos camarades de révolutionnaires de 89, hein, qui a jamais vraiment été, les privilèges n'ont jamais été vraiment abolis, quoi. On peut pas dire. Et en ce moment particulièrement. Ouais, à l'heure où nos présidents se rêvent en monarque. Absolu. تعجبنا انت بجنونك منحب الكذب بعيونك تعجبنا
على صوتك عبسماتك تعودنا على حكايتك على صوتك عبسماتك عالرقة بهمساتك لما نحنا نحكيك لو مرة طولت غيابك هالقلب بينطر على بابك لو مرة طولت غيابك مش هني نحنا أحبابك شو بدن فيك عليك خليك خليك تعودنا عليك شو فيك تعودنا على حكايتك على صوتك عبسماتك تعودنا على حكايتك على صوتك عبسماتك عالرقة بهمساتك لما نحنا نحكيك تعودنا عليك خليك. C'était Julia Boutros qui interprétait Tawadna Alek. Oui, une magnifique voix. Pour vous parler encore une fois, et c'est pour la dernière, de cette Palestine martyre. Ils redoutent à chaque instant l'arrivée des bulldozers de l'armée israélienne. À Sousia, 340 hommes, femmes et enfants attendent anxieux et impuissants la destruction de leur village, déjà rasé à plusieurs reprises. Voilà. Le décor est posé. Et c'est pas les seuls dans les territoires occupés, hein. Voilà. Même les Américains, ils commencent à en avoir ras la casquette des provocations de l'État hébreu. Ce petit village s'est situé au sud de la Cisjordanie, qui est occupé, que je viens de le dire, est en passe de devenir un symbole de la colonisation de l'État israélien, qui bouffe chaque année un peu plus de terrain et empêche entre autres un processus de paix déjà complètement mortibus. Voilà. Une ONG israélienne, B'Tselem Salem, une fois les maisons détruites, elle rappelle que soit les colons vont directement s'emparer des terres, où il y a Eugène, il n'y a pas de plaisir, soit les autorités vont les saisir pour les réattribuer. D'ailleurs, il y a eu comme ça un exemple récent de 2 tours dans les territoires occupés qui ont été détruites par l'État israélien parce que bon, c'était construit illégalement par les colons. Mais aussitôt, ils ont promis aux colons de leur construire 300 baraques, voilà. C'est pour le cas pour les Palestiniens. Voilà. Alors, le COGAT, C-O-G-A-T, c'est un organe du ministère israélien de la Défense, plutôt, qui est chargé de s'occuper des activités israéliennes dans les territoires palestiniens. Nous blablate un mensonge de plus que le village s'est étendu de façon illégale et en dehors de la zone historique, de sa zone historique, c'est-à-dire sans permis de construire. Bah évidemment. C'est marrant parce que les Palestiniens n'ont jamais de permis de construire, mais les colons ils en ont toujours. Hein. Cherchez le lézard. Voilà. Alors pour les Palestiniens, voilà, c'est mortibus, morpionibus, hein, parce que la Cour suprême israélienne a refusé dans un arrêt de geler les ordres de démolition qui doivent être appliqués évidemment d'une manière incessamment et sous peu. Voilà. Alors il y a une trentaine d'années, les habitants de Sousia, près d'Hébron, ont été expulsés de leur village après sa destruction et ont reconstruit leur maison, ou leur cabane, quoi, un peu plus loin sur leur terre agricole. C'est-à-dire, ça fait moins de terre agricole déjà. Bon. Donc c'est pas la première expulsion, depuis il y en a eu 2 autres. Voilà. C'est une ONG israélienne, Rabbins, pour les droits de l'homme, qui défend le village depuis des années devant les tribunaux israéliens. Voilà, c'est elle qui dit ça, hein. En 2001, explique à l'AFP Jihad al-Nawajia, chef du conseil du village, que l'armée israélienne est venue détruire leur maison
affirmant qu'elles étaient construites. Alors là, elles sont construites sur un site... non mais, c'est n'importe quoi. Un site archéologique, vous voyez. Bon, voilà. On peut inventer comme ça. Comment les mecs ils peuvent vérifier si c'est vraiment un site archéologique, les Palestiniens? Je vous le demande, Émile. Bon. Alors, les habitants sans habitation sont désormais installés sous des tentes ou dans des grottes naturelles. Moi, j'avais vu un doc là-dessus, j'en suis sûr. Eh bien, évidemment, ils sont inquiets tout le temps. Ils savent que du jour au lendemain, les bulldozers vont arriver et puis ils vont tout foutre en l'air, quoi. Voilà. Parce que, raconte Nasser Nawashia, ils veulent qu'on aille habiter sur les terres des habitants du village de Yatta, un village palestinien, évidemment, qui a... Et ça, il n'en est pas question. Évidemment, ils vont pas aller habiter, ils vont pas aller squatter un autre village palestinien qui n'a probablement pas trop pour vivre non plus. Voilà. Car pour les habitants de ce village de Soussia, ce pauvre ex-village de Soussia, ou bientôt ex, ou déjà ex, mais ça ouais, une destruction de plus, hein. Le plan des colonisateurs israéliens, c'est de les déplacer de la zone C, vous voyez, écoutez bien, parce qu'il faut comprendre en plus. La zone C, c'est 60% de la Jordanie sur contrôle, de la Cisjordanie, sur contrôle militaire et civil israélien. Alors ils veulent les déplacer de cette zone C à la zone A, la seule relevant entièrement de l'autorité palestinienne. Vous avez tout compris là? Ou je dois répéter? Non, bon, vous avez compris, vous êtes intelligent si vous écoutez Arakai. Hein. Bon, voilà. Et tout ça, selon les habitants de ce malheureux village, pour laisser la place aux colons. On s'en doutait pas. Hein. Déjà près de 400 000 en Cisjordanie, et dont les représentants sont très influents au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Vous voyez le mec là, Netanyahou, oui, c'est Bibi, hein, pas fricotin. Hein. Bon. Alors, selon l'ONU, ce grand machin qui sert pas à grand chose, comme disait un grand mec avec des grandes oreilles et un grand nez, moins de 1% de la zone C est réservée au développement de la construction pour les Palestiniens contre 70% pour les colons. La zone où dont ils veulent virer les Palestiniens. Voilà. Alors 1% de la zone, hein, c'est pour les Palestiniens, ils sont quand même chez eux, mais ils ont droit qu'à 1% de la zone C, alors que les colons ont droit, comme je viens de le dire, à 70%. Les 29% restants, eh ben alors là, il y a des restrictions telles que ça rend quasi impossible toute construction pour les Palestiniens. Voilà. Alors, conclusion, aujourd'hui, ils veulent expulser les Palestiniens pour dégager l'espace et y faire un truc pour les habitants de la colonie, un espace de plus de Soussia implanté sur les terres du village d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, toujours un habitant de ce malheureux village, ils nous ont volé nos terres et ils nous ont aussi volé le nom de notre village. Ne décolèrent-ils pas? Parce que les colons ont baptisé leur village Soussia, hein, faut pas se faire chier. Hein. Mais on ne partira pas, on n'abandonnera pas notre village, même s'ils nous en sortent de force. On reviendra aussi sec. Voilà, ça c'est traduit par Bibi, par moi. On ne revivra pas la tragédie de 48. Vous savez, en 48, c'est l'année de la Nakba. C'est là que 800 000 Palestiniens se sont tirés à tout berzingue parce qu'ils les massacraient, les Israéliens les massacraient, et ils ont fui donc sans être jamais revenus depuis. Ils peuvent pas revenir. D'ailleurs, ils sont apatrides maintenant. Alors ils sont dans les camps au Liban, Cisjordanie. Vous voyez le travail quoi. Depuis 1948. Hein. Donc c'est leurs petits enfants qui sont là-bas maintenant. Alors la Cour suprême utilise comme prétexte le fait qu'on n'aurait pas d'infrastructure dans notre village. De fait, il n'y a aucune route, évidemment, aucune ligne téléphonique qui relie les 340 Palestiniens de Soussa au reste du monde. Bah oui, mais ça, c'est pas de leur faute à eux, c'est qu'on leur empêche d'avoir des lignes téléphoniques. Mais en fait, ces lignes téléphoniques sont tout proches, voyez-vous. Et à quelques mètres, nous avons des conduits d'eau et d'électricité. Mais les Israéliens nous en interdisent l'accès et les ont détournés vers la colonie de Soussia. Voilà où on en est. Mais vous ne serez pas étonnés si vous suivez cette émission assez régulièrement. Voilà, c'est une des exactions
une des énièmes exactions des colons israéliens envers les colonisés qui sont les Palestiniens, voyez-vous, les gens qui sont sur leur terre, mais on leur interdit d'être sur leur terre en quelque sorte. On veut les expulser de leur terre une fois. Mais c'est tous les jours qu'il se passe des choses comme ça là-bas, voilà. Et alors l'apothéose de tout ça, c'est dramatique déjà, mais en plus. Vous avez des colons israéliens, ça leur suffit pas de piquer les terres des Palestiniens, et ben ils massacrent aussi, voilà. Et récemment, il y a quatre colons israéliens, voilà, qui ont incendié une maison, voilà, où il y avait un petit enfant de 18 mois. Voilà, et il est mort carbonisé, voilà, c'est ça. Ça s'est passé le 31 juillet, dans le village de Douma, près de Naplouse. Voilà, alors évidemment, des centaines de Palestiniens ont participé à ces funérailles, dont Rémi Hamdallah, le Premier ministre palestinien, voilà, qui a exhorté ses concitoyens, qui a exhorté la communauté internationale à agir pour les droits des Palestiniens qui sont violés chaque jour en Cisjordanie, et où des Palestiniens tombent sous les balles de l'armée israélienne de Tzahal. Voilà. Alors ces quatre zozos là, alors c'est pas nouveau, c'est des gens des extrémistes, surtout des extrémistes religieux, mais on sait aussi que la ministre de la Justice de Netanyahou a exhorté ses concitoyens à éliminer les Palestiniens et les enfants, parce que les enfants vont devenir grands et ils vont nous faire chier, voilà. Qu'il y a des rabbins aussi qui appellent à la mort des enfants palestiniens. Voilà, c'est à ça que ces pauvres Palestiniens sont soumis tous les jours, par des abrutis qui écrivent sur les murs « Vive le Messie, vengeance !» Et le prix à payer de quoi, on se le demande, c'est plutôt les Palestiniens qui devraient leur rappeler ça. Voilà. Alors un fait exceptionnel, mais là encore on se demande si c'est pas une manip de plus. Le président israélien Reuven Rivlin a annoncé qu'il se rendra à leur chevet en fin d'après-midi. Ils manquent pas de souffle, les mecs. Et comment dirais-je, alors évidemment ça crée des tensions une fois de plus en Cisjordanie, voilà. Et les colons ont manifesté, etc., et un Palestinien est mort, un de plus, voilà, lors d'affrontements avec l'armée israélienne, qui répliquait au jet de pierre par des tirs de grenades lacrymogènes et assourdissantes et quelques coups de flingue. En plus, on n'est pas tué par une grenade lacrymogène, ni une grenade assourdissante. Moi, j'en avais pris une dans les murs, je suis pas mort. Bon. Alors, voilà, c'est la suite, la continuité de cette truc, de cette terrorisme, mais d'État. Moi, je parle pas du terrorisme palestinien. Voilà. Mmh. Alors, nous pensons que cette attaque a des motivations nationalistes. Alors, il faut pas être sorti de Polytechnique pour dire une chose comme ça. A confirmé Luba Samri, porte-parole de la police israélienne. Il s'agit de l'attaque la plus grave lancée par des extrémistes israéliens, où il y a la mort d'un bébé contre les Palestiniens depuis 1 an. Je vous rappelle que lorsqu'il y a 1 an, c'est un jeune arabe, un adolescent, qui avait été brûlé vif à Jérusalem. C'est pas vrai. Mais le feu, ça les intéresse, ces tarés là. Voilà. Et cette attaque avait suivi la mort de 3 jeunes Israéliens assassinés en Cisjordanie. Alors là, on avait fait un raffut incroyable. Moi, je déplore aussi la mort de 3 jeunes Israéliens. C'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est le problème. Le problème, il réside dans les moyens d'information qui sont mis à la disposition, qui sont vraiment délirants pour les Israéliens qui sont touchés, mais pas pour les Palestiniens. Voilà. Alors, Netanyahou aussi dénonce un acte terroriste. Et voilà, et il demande qu'on fasse tout pour retrouver les auteurs du crime. Ils savent déjà qu'il y en a 4. Bon, c'est déjà quelque chose. Voilà, un tel crime n'aurait pas été commis. Alors ça, c'est un des porte-parole de l'agence de presse officielle Palestine, Wafa, qui ajoute: un tel crime n'aurait pas été commis si le gouvernement israélien n'insistait pas pour que la colonisation se poursuive et pour protéger les colons. Voilà.
Alors, le premier responsable, je crois, que c'est le Premier ministre, Netanyahou, 5 ministres de la Justice. Alors, il peut être choqué, soi-disant, par cet acte horrible, et dénoncer un acte terroriste. Voilà, non, écoute, on rigole pas, parce que c'est pas drôle, mais c'est vraiment bouffon à un point qu'on peut pas imaginer. Hein. Je veux dire, et si ces mecs-là sont pris, en plus, bon, ben, voilà, ça se passera entre amis, quoi. Tu y aura pas vraiment des trucs, hein. En tout cas, ils sont pas encore pris, enfin, au moment où je vous parle, on n'a pas eu d'infos là-dessus. La Cisjordanie, c'est quand même pas l'Amérique du Nord, hein. C'est pas 5 ou 10 fois la France, hein. C'est tout petit. Et les colons israéliens, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde, voilà. Mais non, ils n'ont pas encore retrouvé voilà. Et est-ce qu'ils les retrouveront? Là, on peut se poser la question. Ouais. Soyons pas dupes du coup de poing sur la table de Netanyahou, c'est de la com. Oui, c'est de la com. Le président aussi, peut-être un brave type, mais enfin bon, il couvre quand même un état de fait voilà, un état colonial. Il est à la tête d'un état colonial. Il y trouve rien à redire. Donc son apitoiement passager, surtout médiatique, sur la mort de ce bébé, on rigole pas, encore une fois, quoique bon, mais ça nous fait doucement, comment dire, non, pas rigoler, merde, je suis abonné aux rigolades, moi. Non, ça nous fait, on n'est pas dupe du tout, ici en tout cas, de cette mascarade, voilà. C'est comme les histoires avec Hulcan, soi-disant, qui avait été écouté, qui avait été écouté par la police française. Enfin bon, après on nous noie les poissons. Enfin, on fait semblant de taper des coups de poing sur la table en disant on va remédier à ça, et finalement on nous endort gentiment, quoi. On nous endort depuis, et vous savez, on nous a endormis pour des choses aussi graves ou plus graves. Souvenez-vous de Tchernobyl, et souvenez-vous, surtout, faut toujours se souvenir de ça, du nuage radioactif qui s'est arrêté pile à la frontière franco-allemande. Voilà. Alors bon, moi, même si nous sommes en période de vacances scolaires, je vais faire un petit tour du côté de l'éducation nationale et voir les grandes entreprises, car ces grandes entreprises, elles ne font pas seulement du lobbying dans les couloirs des ministères, de l'Assemblée nationale ou à la Commission européenne, mais elles infiltrent, avec le soutien de l'éducation nationale, les classes primaires et secondaires. C'est le site Reporter qui dénonçait en 2014 le groupe Total, qui propose d'ailleurs des interventions avec un programme qui s'appelle Planète Énergie, et il proposait des interventions sur l'énergie, avec des intervenants qui étaient des salariés de Total, et tout un matériel pédagogique qui était naturellement conçu par Total. On se souvient aussi du kit pédagogique sur le développement durable qui était conseillé par la ministre de l'Éducation Nadja Vallaud-Belkacem, qui est élaboré par la Fondation Maud Fontenoy, à savoir pro-OGM, pro-gaz de schiste, et co-dirigé par le milliardaire François Pinault. Voilà. Et maintenant, c'est le groupe EDF qui intervient gratuitement pour faire de la propagande nucléaire par l'intermédiaire de l'agence Junium Diffusion, qui est un de ses prestataires. Alors, Reporter a voulu y voir plus clair et s'est procuré un enregistrement d'une des interventions qui a été faite au lycée René Char à Avignon. Donc le nucléaire est présenté comme l'énergie la moins polluante et la moins chère au regard du gaz et du charbon. Donc cet organisme présente le fonctionnement de la filière atomique qui part de l'extraction jusqu'à la gestion des déchets. Il souligne que l'uranium coûte moins cher que le pétrole, même s'il peut y avoir des risques d'exposition à la radioactivité. Il mentionne tout de même Tchernobyl et Fukushima et leurs conséquences. Et le conférencier de Junium ne semble donc pas promouvoir ouvertement le nucléaire. Il ne cache pas les dangers de ce mode de production. Son discours est beaucoup plus subtil. Il démontre qu'en dépit de ses défauts, l'atome reste la source d'énergie la moins mauvaise. En revanche, ce conférencier n'évoque pas les coûts incontrôlés de la construction de l'EPR, du stockage des déchets et des démantèlements. Donc certains parents d'élèves n'ont pas apprécié, et quand Reporter a questionné la proviseure, celle-ci a répondu qu'elle n'avait pas de commentaires à faire sur cette conférence. Donc sur son site, Reporter a mis en photo la plaquette de présentation qui est destinée aux enseignants. Donc c'est un joli fond vert clair, et au premier plan en bas, on voit une ville verte, donc un beau vert foncé, une ville bien dessinée qui semble paisible, et elle est traversée par des véhicules électriques. Donc on voit un bus, on voit un vélo, une voiture de couleur blanche, donc blanche, l'immaculée, quoi. Et au-dessus, le titre électricité et développement durable. Voilà, et toutes les infos pratiques pour prendre rendez-vous pour une demande d'intervention.
Mais cette conférence n'est pas un cas isolé. Elle est délivrée dans le cadre d'une convention qui lie EDF et l'Éducation nationale depuis le mois d'avril 2002. Donc, Reporter en a demandé le texte au ministère de l'Éducation nationale, qui ne lui a pas encore envoyé. Et le producteur d'électricité propose ainsi 4 types de conférences destinées aux établissements scolaires. À savoir que 5000 interventions ont été réalisées en France, donc pendant l'année scolaire 2013-2014. Voilà ce qu'on peut lire dans la note qui est envoyée par le service pédagogique d'EDF, que j'ai mis en ligne sur notre blog. Tout à fait, Dominique. Et alors aussi rappeler, à part le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière franco-allemande, il s'est si bien arrêté que la CRIRAD a fait des prélèvements, etc. Il n'y a pas tellement longtemps, ces temps-ci là, et elle a trouvé des concentrations de un truc, comment ça s'appelle, c'est un des composants radioactifs là, le césium, je sais pas quoi. Ça a une durée de vie de 300 ans, je crois, à 1 mètre de profondeur, dans le parc du Mercantour, etc. C'est surtout le sud-est qui a été touché. Et si on passe une nuit, si on campe et qu'on passe une nuit sur un matelas pneumatique sur le sol, on peut être irradié parce qu'il y a des concentrations qui sont vraiment invraisemblables. Tchernobyl, c'était il y a 30 ans, quoi, 30 ans. 1986. Ouais. Voilà. Alors, merci. Alors, on peut avoir vachement confiance dans nos politiques, mais en plus, on se demande. Alors, parce que eux aussi, ils ont des enfants, ils sont aussi exposés que nous, et comme on sait que leurs vacances préférées, c'est sur la Côte d'Azur, où tout ça s'est cassé la gueule après Tchernobyl, on peut se demander si on n'est pas dirigé par des cinglés. Nous, on est persuadés qu'on est dirigé par des cinglés, mais en plus des cinglés qui sont mortifères, quoi. Ils ont aucune voilà, ils ont l'impression qu'ils vivent dans un rêve, quoi. Vous voyez, il y a des scientifiques de la CRIRAD qui leur donnent des chiffres, qui leur exposent les dangers. Non, personne n'en cause. C'est pas relayé par la grande presse, etc. Et par contre, comme l'a dit Piquet-Coup, par contre, la grande presse et les grands médias et les gens d'EDF, les milliardaires comme Pinot Ducon-Lajoie, là, ceux-là, ils interviennent dans les écoles, etc., pour dire aux enfants, non, le nucléaire, bien sûr, il y a quelques petits dangers, mais en fin de compte, c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer en ce moment pour remplacer, si vous voulez, les énergies fossiles. Voilà. Là, il y a le dernier rapport de Greenpeace qui est sorti il y a quelques semaines sur justement le nucléaire, une énergie en faillite qui décrypte complètement les mythes autour du nucléaire et montre qu'on va dans le mur financièrement aussi. Oui, bien sûr. Non, parce que quand on voit le prix du démantèlement d'une centrale nucléaire, rien que ça, c'est des milliards et des milliards qui partent carrément. J'allais dire en fumée, mais enfin bon, c'est quelque chose de cet ordre-là, voilà. Et ça, évidemment. Mais alors, comment nous, les citoyens de ce pays en danger de mort, parce que imaginez qu'il arrive un accident comme Fukushima ou Tchernobyl en France, c'est quand même un tout petit pays, mais il n'est pas tout seul. Il y a l'Angleterre à côté, il y a toute l'Europe du Nord, toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe du Sud, qui risquent d'en prendre plein la gueule. Mais non, voilà, on continue. Mais les pays qui sont autour de nous, qui n'ont pas de centrale nucléaire et qui sont dans l'Europe, là, on est quand même 24 ou 27 pays européens là, ils sont tous soudés comme des frères et tout ça. Personne ne moufte. Ils peuvent ramasser demain. Ça peut être la fin du monde, du moins celui-là, en tout cas du monde européen tel qu'il est aujourd'hui, ce petit jardin dans un monde en folie. Oh, personne. Ah non, on continue à engranger du pognon, à berner les masses populaires qui demandent pas mieux de se laisser berner apparemment. Voilà, on en est là. Me vend mon électricité. Écoute-moi, depuis quelque temps m'est venu quelques idées. C'est moi qui parle aujourd'hui, tais-toi, y a trop longtemps que t'as l'argent, tiens, d'où vient-il pour me balancer tes boniments? Je me disais, celui qui me fournit de quoi me chauffer, m'éclairer, c'est quelqu'un comme un ami qui veille sur ma santé. Mais voilà, t'es qu'un marchand. Tu vends, comme celui qui me pique mon pognon pour fabriquer ces gros canons. Que les marchands
femmes soient des salauds, je le savais depuis longtemps. Je leur faisais pas plus confiance qu'à mon gouvernement. Mais voici que tu rejoins les rangs de ceux qui mettent, par bêtise, par soif du gain, en danger la planète. Tu prétends que j'ai besoin de plus en plus d'énergie. Si je marchais, ça te plairait bien, t'augmenterais tes profits. On s'entêterait à bâtir des maisons mal isolées. On enfermerait le plaisir dans les appareils ménagers. C'est bientôt fini, les Arabes ferment les vannes. Comme chante l'autre abruti, ils en ont pas pour 1000 ans. Et ils ont donc raison, ces gens, de l'économiser. Les solutions de remplacement, c'est à nous d'en trouver. Le soleil, la force du vent, le mouvement des marées, ce ne sont pas des choses qu'on vend, tu les as écartées. Et dans ton cerveau épais, qui pense à tout, sauf aux hommes, tu t'es dit je vais remplacer le pétrole par de l'uranium. Va s'épuiser et c'est pas nous qui le possédons. Tu ne fais donc que reporter à plus tard la question. Pour l'instant, tu te construis des centrales en béton dont tu ne sais pas aujourd'hui comment elles fonctionneront. En plus, une petite bombe classique placée au bon endroit produira une musique 3 fois Hiroshima. Adieu Lausanne et Genève, adieu le lac Léman, adieu l'amour et le rêve et les grands rires des enfants. Ouais, ces trucs c'est délicat, faudra les surveiller. Ça veut dire que tu voudras partout des super policiers. Voilà ce que tu nous prépares, un flic par citoyen. La pénurie pour plus tard et la guerre qui rit dans son coin. Je peux pas croire que tu sois bête au point d'ignorer tout cela. Mais je vois que tu t'entêtes, suffisant sûr de toi. J'en conclus que dans ton esprit, ton argent vaut plus que ma vie. Ce qui me fait t'affirmer ici que tu n'es qu'un bandit. J'en conclus que dans ton esprit, ton argent vaut plus que ma vie. Ce qui me fait t'affirmer ici que tu n'es qu'un bandit. C'était Michel Buller qui interprétait Électricité. Et vous écoutez encore, toujours, pour combien de temps? Ça, c'est autre chose. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité, toujours bon de le rappeler. L'émission Art Racaille, consacrée aujourd'hui à 2 peintres d'exception, mais pas... enfin, 2 extrêmes en tout cas, Turner et Haydn. Et voilà, l'un est un génie parce qu'il a trouvé évidemment une nouvelle façon de représenter la nature d'une manière extrêmement lumineuse, et l'autre est un classique. Voilà, à côté son travail paraît un peu terne. Bon, et la vie aussi a été un peu moins flamboyante que celle de Turner. Ouais, alors ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi on parle d'Haydn, parce que je pense que c'est un peintre qui est inconnu pour la plupart des gens, c'est qu'on a vu le film Mr. Turner de Mike Leigh, et qu'effectivement, ce peintre Haydn apparaît à 3 reprises dans le film, avec une personnalité tout de même
importante, quoi. Important. Il a un rôle bien important dans le film, Non, justement mais parce qu'il est en marge de tous ces autres peintres, quoi. Non, mais il savait peindre, hein, c'est pas le problème, mais il peignait comme on peignait un siècle avant. Voilà, ce qui fait que ça fait une différence quand même avec Tutu. Voilà, donc nous on a eu effectivement envie donc de parler de Turner et de le mettre en balance avec Haydn, et avant de continuer, donc moi j'ai cherché une lecture et j'ai trouvé un livre de Martine Lecause. Alors Martine Lecause est une écrivaine, une femme écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle La palette du jeune Turner, et un livre qui suit qui s'appelle Les confins du jour. Et en fait, dans chacun des deux livres, elle raconte la jeunesse de Turner, puis après les dernières années de sa vie, ce qui correspond un peu plus au film qu'on a vu. Moi, l'extrait que j'ai choisi, en fait, c'est dans la dernière partie du premier livre. Donc c'est Turner qui va partir, comme il le fait souvent, sur le motif avec son matériel. Un bref séjour à Southampton nécessitait peu de préparatifs. William n'emportait qu'un sac et sa mallette de peintre. Le matin du départ, perché sur une chaise au milieu de sa chambre, parmi les toiles volantes, il tint à son père absent un discours bien dosé sur la consistance et l'apparence, les essences secrètes et autres merveilles, toutes choses édifiantes dont le barbier eût pu faire son profit, étant donné qu'il était le plus intelligent des hommes. Cette remarque fut suivie d'un silence. William répéta sa phrase pour l'éprouver. Son père était bien le plus intelligent des hommes. Rassénéré, il rangea ses affaires. Il vérifia ses pinceaux et ses couleurs et choisit son papier. Une dizaine de feuilles, point trop fines, dont 2 ou 3 colorées d'avance. Des fonds bleutés, un peu forts, pervenches, ardoises, trop forts peut-être. Ce sera à voir. De toute façon, il ne se servirait que de son calepin. Il le garderait dans son habit, sous la main. Mais même sans l'utiliser, il avait besoin de tout. Et sa canne à pêche, l'emmènerait-il ? Le temps lui manquerait, pas de canne à pêche. Les œuvres sont là en puissance, murmura-t-il, tout en alignant ses ustensiles. Humides ou desséchées dans un godet, figées dans un caillot sur le fil de la lame de mon couteau, chevauchées sur la palette, bêtement ramassées dans mon chiffon. Elles sont là, les œuvres passées et les œuvres à venir. Et à travers elles, l'homme entier répond. Le jeune homme fit un pas en arrière et jugea que tout était bien. Que l'on m'assassine en chemin, je suis prêt pour la convocation suprême. Ceci me résume. Il effleura sa mallette et la ferma d'un coup sec. Elle claqua, hermétique et bourrée d'importance. Dedans, les pinceaux neufs bousculaient les anciens, râpés depuis l'enfance. Les vieux pots mijotaient leurs couleurs, des pourpres flamboyants, des sangs, des jaunes et des bleus, tentés par la fatale conversion. Des soleils rancuniers fulminaient, daffodils oubliés au fond des verres, des bleus s'y faufilaient pour se veiner d'émeraude. Des bruns partout tachaient la mallette, celui des couleurs désenchantées que la magie avait quittées. Mais il suffisait de gratter au bout de l'ongle la peau flétrie de la peinture sur le manche d'une brosse, de crever une cloque ou de soulever une écaille pour atteindre brutalement le premier éclat, dont la fraîcheur en un clin d'œil débarbouillait les yeux. Quelquefois, avait dit un jour William à John Andrew, lorsque j'ouvre ma boîte de peinture, il me semble que je dérange une incantation. Je prends la couleur en pleine face. La lumière me force et m'ensemence. Elle rompt la force et la fracasse. J'en vis le drame. Il prononçait, comme malgré lui, ces phrases étranges. Oui, c'est un texte qu'on dédie, Piquet-Cou et moi, à notre camarade Marcel, qui est un peintre, un paysagiste, comme il n'en existe plus pratiquement, voilà, qui brade ses œuvres au marché de la Bastille pour un prix dérisoire. Moi, j'aime beaucoup son travail. Je pense qu'il a un vrai talent de peintre paysagiste. Et il peint dans sa cave. Ça, c'est aussi... mais c'est pas non plus nouveau, parce que les peintres comme Turner, etc., peignaient sur le motif aussi, mais peignaient aussi... après, dans leur atelier, d'après des croquis où ils avaient noté les couleurs, etc., etc. Donc, Marcel n'est pas complètement isolé dans sa pratique de peintre de cave. Ouais, tout à fait. Donc, si vous passez vers la Bastille un samedi, faut aller voir le stand de Marcel, ouais. Faut aller voir son travail. Ah oui, il a vraiment des petits paysages craquants. En tout cas, pour moi, voilà. Voilà, c'est pas tout à fait à la mode, on peut pas dire. Ça ne l'est plus, en tout cas, et ça ne le sera peut-être jamais plus.
plus. Il y a de temps en temps des petits trucs comme ça. J'ai connu un jeune peintre il y a quelques années de ça, qui sortait d'une école d'art, mais je voulais peut-être raconter ici, de Grenoble, qui est l'école où on enseigne l'art le plus conceptuel qui soit. Et lui, il s'était voué complètement au paysage, et pas n'importe lequel, au paysage de garrigue. Il n'y a rien de plus sinistre qu'une garrigue, c'est que des vers sombres, etc., etc. Mais il y allait à fond et il faisait des paysages vraiment très, 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 très beaux. Voilà, c'était un extrait de la sonate numéro 59 en mi bémol de Haydn. Haydn, oui, on a trouvé, enfin, on a cherché hier, et puis les musiques, et c'est qui est cool qui a trouvé ça. Un peintre, un musicien contemporain de Turner. Ouais, tout à fait. Et mon tour est venu de passer comment on appelle ça, ces trucs qui hachent, là. À la hacheuse, non, c'est pas ça, c'est pour faire du gruyère, là, comment... La moulinette? La moulinette, non. Voilà, c'est moi qui passe à la moulinette pour vous parler de Benjamin Robert Haydn. Voilà, il y a un peintre contemporain, évidemment, du camarade Turner, avec qui il s'est frité quelquefois, et qui a été son créancier aussi. Son papa, Haydn, était prospère. Papa prospère, pas comme le père de Turner, qui était barbier. Lui, il était papetier et éditeur, et il était bien connu dans la bonne ville de Plymouth. Je sais pas pourquoi on dit la bonne ville, mais enfin bon, pourquoi pas. Voilà, il est fils unique, et tout petit, il a montré des dons pour l'étude. Dons entretenus par sa maman. Voilà, c'est souvent les mamans qui entretiennent les dons, d'ailleurs, j'ai remarqué. Voilà. Il y a 6 ans, non, et attendez, mais en Angleterre, c'est assez dur pour ça. À 6 ans, il est placé au lycée, c'est-à-dire dans une école, un internat, probablement. Et à 12 ans, à la Grammar School, l'école au Sir Joshua Reynolds, qui est un grand peintre, avait étudié, d'ailleurs, sur le plafond de la salle d'école, il y avait une esquisse du père Reynolds, c'est pas rien, qui faisait rêver le petit Haydn, voilà. Il était passionné, Haydn, d'anatomie, sauf que il aurait bien voulu être médecin, mais quand il a vu les autopsies, enfin pas les autopsies, mais quand, vous savez, les médecins, ils dissèquent des cadavres pour apprendre, hein, bon, ça l'a un petit peu révulsé, donc il a abandonné la filière médicale pour se consacrer à la filière picturale, voilà. Mais c'est un étudiant en art tellement enthousiaste que son prof Henri Fuseli lui demande s'il trouve le temps de manger. Voilà. Faut vous dire, non, c'est un mec passionné, hein, c'est pas du tout un velléitaire, hein, Haydn. Turner l'était pas non plus, hein, Piquet-Cou vous l'expliquera, hein, son œuvre. Bon, alors, à 21 ans, enfin, disons, dans la vingtaine, parce que moi j'aime bien les trucs comme ça, à 21 ans pile, hein, pas avant, pas après. C'est complètement con ces textes. À 21 ans, il expose pour la première fois à la Royal Academy. Et son boulot, c'est des boulots un petit peu comme on en faisait à cette époque, les boulots d'histoire, quoi. C'est un peintre d'histoire, surtout. Le repos en Égypte, acheté par Thomas Hope,
J'aime bien les noms anglais, des fois c'est marrant. Voilà. Et l'année suivante, il va décorer la salle égyptienne de l'hôtel de Hope dans Duchess Street. Bon, bah, c'est pour un jeune artiste, hein, c'est pas mal de commencer comme ça, voilà, il a du pot, hein, toujours dans les débuts des années 1800, il termine sa célèbre peinture de Dentatus. Les titres, c'est quelque chose, hein. J'aime maintenant. Il des peintres, ils disaient Dentatus ou la mort de Sardanapale ou des trucs comme ça, voilà. Qui, bien qu'elle ait augmenté sa renommée, l'a entrée dans une querelle permanente avec l'Académie royale, dont le comité avait accroché dans le vestibule, on dit, dans un côté de la petite salle, au lieu de la grande salle. Il était pas content. Bon. Et c'est cette année-là qu'il a appris son premier apprenti. Et que, voilà, je peux vous donner son nom, ça vous dira pas grand-chose, à moi non plus d'ailleurs. Charles Locks. Voilà, il continue, mais ses difficultés financières commencent à le titiller. Lorsque son père, qui lui versait une indemnité de 200 livres par an, ça devait être conséquent quand même, hein, supprime cette indemnité. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Bon, probablement que son père jugeait qu'il était maintenant apte à gagner sa vie sans que lui refiler 200 livres par an, et qu'il a fermé le robinet. Bon. Et sa déception, évidemment, l'aigrit, et les controverses dans lesquelles il est impliqué avec Beaumont, pour lesquelles il avait peint le tableau de Macbeth, aussi, et Richard Pine Knight, qui avait nié les beautés ainsi que la valeur de l'argent des marbres d'Elgin, ou d'Elgin, je sais pas. Bon, enfin bref, tout ça c'est de l'hébreu pour moi, comme pour vous probablement. Mais comptez pas sur moi pour vous déniaiser, hein. Si vous voulez en savoir plus, essayez de trouver des informations sur Haydn et bonjour chez vous, hein. Bon. En France, vraiment, même pour Turner et tout ça, la peinture anglaise, mais vraiment, ça n'existe pas pour les Français, hein. Voilà. Alors Haydn, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal. Il n'y a aucune page sur la page Wikipédia en France, il y a 3 lignes. Donc il faut passer par le site anglais. Il a une traduction qui est quand même très approximative, avec beaucoup de contresens. Et sinon, on a vu qu'il avait pas mal écrit, mais il avait fait des journaux, mais qu'il n'y avait pas de traduction française. Ouais. Bon, alors, mais il n'a pas que des revers, hein, parce que il peint le jugement de Salomon, qui lui vaut 700 livres quand même, plus 100 votés par les administrateurs de l'institution britannique de l'arrondissement de Plymouth. Voilà, bon. Mais il était quand même, ça sentait en prenant un coup avec tous ses revers, ses machins. Puis c'était un mec qui devait être assez anxieux d'ailleurs. Et pour restaurer sa santé un petit peu fragilisée, il s'évade pour un temps de Londres, hein, voilà. Et il rejoint son ami intime, David Wilkie, pour un voyage à Paris. Il étudiait au Louvre, comme beaucoup d'artistes étudiaient au Louvre à cette époque-là, mais encore maintenant, beaucoup moins, mais ça arrive aussi. Voilà. À son retour dans son pays, il produit l'entrée du Christ à Jérusalem, qui a par la suite formé le noyau de la galerie de peinture américaine gérée par son cousin, John Haviland de Philadelphie. Voilà. Avec ça, vous êtes vraiment conforté dans votre savoir sur Haydn. Et la production d'une autre grande œuvre, La Résurrection de Lazare. Et tous ces chiants, tous ces trucs historiques, franchement, hein, c'est pas bon. Bref, je peux comprendre que comment dirais-je, que Turner ait eu plus de succès que lui. Hein, bon, et parce que ses peintures étaient quand même un petit peu plus joyeuses. Voilà. Alors, il se contente pas d'avoir des déboires professionnels, il épouse une veuve jeune et belle avec des enfants, en plus, voilà. Mais ses ennuis financiers continuent, ce mec a vraiment pas de peau, quoi, il se retrouve en prison. Évidemment, pour dette, la prison du banc du roi, voilà. C'est dans cette prison qu'il rédige une pétition au Parlement, en faveur de la nomination d'un comité d'encouragement de la peinture historique. Non, mais faut le faire, quand même. Bon. Voilà, lors d'une peine d'emprisonnement en 1827, une autre, il a produit un dessin sur la duperie électorale, ça c'est pas mal, on aime bien, dont l'idée avait été suggérée par un incident dans la prison. Et le roi Georges IV, non mais les rois aussi étaient moins cons à cette époque-là que nos présidents aujourd'hui, lui donna 500 livres pour ce travail. Ça j'adore, ouais, ça c'est très anglais, quoi.
Ouais. Bon, puis il a fait d'autres dessins, mais avec des noms imprononçables, dont un Napoléon à Sainte-Hélène pour Sir Robert Peel. Voilà, bref, je passe sur ces choses historiques. Voilà, il termine Le banquier réformiste pour Lord Grey. Cette peinture contenait, et cramponnez-vous, 597 portraits fidèles. Voilà. Non, mais les mecs, ils mollissaient pas. Hein. Voilà, et il avait aussi... il y avait aussi la réunion de l'Anti-Slavery Society, énergiquement traitée, maintenant, et qui est maintenant dans la galerie Wayne National Gallery. Ouais, bon. Alors, les difficultés de l'artiste arrivent à un point tel que, vaincu par les dettes de plus de 3000 livres, et à cette époque-là, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et puis la déception, et puis la gratitude, et ben il se fout en l'air. Alors il se fout une balle, mais ça le tue pas. Alors il s'égorge. Voilà, les mecs ils allaient jusqu'au bout de leur problème. Voilà. Bon, je vais arrêter là hein, le blabla historique sur ce peintre. Moi, ce qui m'a touché chez lui justement, c'est cette espèce de fatalité qu'il poursuivait, quoi. C'était pas un barbouilleur du dimanche, hein. Et c'était un grand peintre historique qui avait vraiment du talent, etc. Seulement, manque de peau pour lui. Il avait un caractère épouvantable parce que il voulait absolument réussir, quoi. C'était le mec, oui, vous voyez ce genre de personnage, des gens qui supportent pas l'échec, qui supportent pas la contradiction, qui emmerdaient tout le monde, et donc ça l'aidait pas dans son travail professionnel, à sa notoriété en tout cas. Et il a eu recours évidemment à Turner, c'est ce qui les rapproche un peu. Ce qu'on a vu dans le film sur Turner, le film qui s'appelle Turner d'ailleurs, on l'a vu, il veut lui emprunter 100 livres parce qu'il est vraiment dans la merde. C'est le cas de le dire, avec une épouse qui a perdu 5 mômes en couche, enfin bon, bref, c'est la joie chez lui. Et Turner lui concède 50 livres, voilà, dont l'autre devra se contenter. C'est un peu triste en même temps, mais d'une certaine manière, Turner lui remettra sa dette parce que il a assisté à une violente dispute à la Royal Academy lors d'un accrochage où Haydn avait été mis justement de côté, et Haydn disait des choses qui me semblent ont plu à Turner sur ses contemporains artistes en tout cas. Voilà, ce qui fait que je pense que c'est à cause de ça qu'il lui a remis sa dette de 50 livres que l'autre n'a pas compris, parce que l'autre, il voulait le rembourser, il venait avec 10 euros pour commencer à 10 livres pour commencer à le rembourser. Et Turner l'a envoyé au plot, quoi, bon, comme on dit. Bref. Puis en plus, je suis touché par les losers, parce que, si vous voulez, être loser, ça veut pas dire être nul, ça veut dire avoir pas de chance, quoi. C'est vraiment le cas de Haydn. Il a pas eu de chance dans sa vie professionnelle. Ouais, on sent hein, tout ce mépris quand même de ces peintres qui se mettent ensemble. D'ailleurs, on le verra même dans le film à la fin, même après que c'est Turner qui devient la risée aussi des autres quand sa peinture est plus du tout comprise. Et c'est toujours très facile de se liguer comme ça. Ouais, c'est un petit peu. Oui, c'est la meute, quoi, qui essaye de foutre en l'air des gens. On n'attaque pas comme ça des gens nuls, hein. Si vous êtes un vrai loser, personne vous fera chier, hein, parce que bon, au contraire, ça amuse les gens. Ça, on peut pas comparer un loser à un espèce de fou du roi, quoi. C'est quelque chose comme ça dans les sociétés telles que celles qu'on vous décrit aujourd'hui. Voilà. Et donc, Haydn, voilà, il a subi le mépris, la hargne de ses contemporains, de ses collègues peintres, de ses coreligionnaires, vous voyez, c'est assez odieux, c'est assez dégueulasse, mais on connaît ça, hein, c'est pas nouveau. Même à notre petit niveau, on a des choses comme ça aussi, on assiste à des choses comme ça aussi. Voilà. Mais encore une fois, c'est important que des gens comme ça existent et existeront encore, parce que ça permet, c'est un effet miroir avec évidemment ceux qui, comme Turner, sont considérés comme des génies, et c'est pas complètement usurpé comme réputation, parce que quand vous voyez
dans le film, c'est ça dont Piqueco va vous parler, c'est ça qui est assez merveilleux, c'est qu'on voit vraiment je commence, c'est pas un fossé, c'est quelque chose de sidérant et sidéral qui sépare ces deux visions, ou ces deux pratiques picturales en tout cas, entre un Turner où la lumière, où oui, éclate, où les couleurs sont vraiment, c'est à l'apogée de leur impression, et puis un Haydn qui est resté, lui, un peu coincé dans la représentation picturale historique, voilà. Mais il a fait un article, je crois, dans l'encyclopédie britannique, justement, donc il avait une reconnaissance, quand même une certaine reconnaissance. Tout à fait, il a écrit, paraît-il, une autobiographie remarquable, de naturel, etc., voilà, où il fait souvent référence, évidemment, à la Bible, etc. C'est ce qui est aussi un petit peu pénible, mais bon, c'était l'époque, il faut se remettre dans les contextes. C'était l'ouverture de Didon et Aîné par Purcell. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, Arakai, consacré aujourd'hui à Turner et Haydn. Je viens d'évoquer Haydn pour vous. Bon, c'était pas une intervention décisive pour vous éclairer sur cet artiste, mais bon, j'ai fait ce que je croyais devoir faire. Et puis Piqueco qui va par contre tout de suite vous parler de Turner, mais d'une manière beaucoup plus fouillée, je pense. Et elle me fait signe de mettre un bémol sur mes congratulations, mais je fais ce que je veux. Oui, en tout cas, c'était important de parler d'Haydn, parce que justement, dans cette émission, on aime bien parler de tout le monde, et justement des peintres qui sont passés à la trappe. Ouais. Donc voilà, donc Turner, donc je vais essayer de faire un petit peu une bio rapide, puis parler de son travail. Donc Turner, il est né en 1775, donc comme tu le disais, il est fils d'un barbier et d'un perruquier, avec lequel d'ailleurs il vivra toute sa vie. Et son père, à la fin de sa vie, est son assistant. C'est lui qui va lui acheter ses pigments et qui lui monte ses toiles. Alors quand Monsieur Turner père avait une boutique à Covent Garden, qui est une place très vivante et centrale à Londres, il exposait les dessins de son fils dans la vitrine et il les vendait. Et on apprend à la mort du père, dans la maison familiale, que la mère, donc la mère de Turner, a sombré dans la folie. Elle a été enfermée assez rapidement, et qu'elle est décédée donc bien avant que son fils soit connu. Turner est doué. Il dessine très bien. Il est même apprenti auprès d'architectes, donc il apprend la perspective, et c'est là qu'il songe à devenir peintre plutôt que de faire des dessins d'architecture. Il suit les cours de la Royal Academy, il a 14 ans, donc il est très jeune, et il part pour 4 ans d'apprentissage.
Turner et Gurtin. Alors Gurtin, c'est un peintre qu'il côtoiera très longtemps dans sa vie, travaillent ensemble. Donc il met l'aquarelle, Turner va réussir à mettre l'aquarelle au rang des matériaux nobles et il cherche à lui donner en fait l'intensité de la peinture à l'huile. Donc très jeune, Turner commence à voyager et ce goût de la découverte sera une partie intégrante de son travail tout au long de sa vie. Il n'arrêtera pas de prendre ses affaires et de partir à la découverte du plein air. Donc c'est un voyageur, comme on le disait dans le petit extrait tout à l'heure, qui est équipé au minimum. Donc il a les poches toujours bourrées de carnets. Et il va utiliser tous les moyens de transport, que ce soit le bateau, le train, la marche à pied. Enfin, il marche beaucoup. Il peut faire jusqu'à 40 km par jour. Il dessine sur le motif et ensuite il finalise donc le travail dans sa chambre et son atelier. Et il note sur son carnet les couleurs qu'il pense mettre et il met des petites initiales pour se rappeler ce qu'il mettra plus tard. Donc il parcourt l'Angleterre avant de pouvoir quitter l'île pour l'Europe une fois que la paix d'Amiens est signée en 1802. Donc là, après, il va pouvoir aller, il va aller au Louvre, découvrir les grands maîtres, il va aller à Calais, il va aller en Savoie dans les Alpes, en Suisse, il descend la Seine en bateau, il va naviguer 2 semaines sur la Loire, bref, il est insatiable. Il va à Venise, alors Venise qu'il va visiter 3 fois et qui va représenter un tournant en fait dans sa représentation de la lumière. Là, il est ébloui par l'eau, par les reflets, par tous ces palais qui sont sur le long du Grand Canal. Et d'ailleurs, des palais qui, quand il les représentera, il va petit à petit gommer tout leur contour. C'est-à-dire que plus il va mettre du temps à reproduire sur la toile ce qu'il a pris en note, plus les images deviennent floutées. Et même si Constable, ce peintre dont on avait déjà parlé, là on va raconter une petite anecdote après, le décrit comme un homme négligé, taciturne, fruste, Turner est au contraire un homme qui est très cultivé, qui lit et qui apprécie la littérature, la philosophie, la musique, la poésie. Il lit Virgile, Homère, Byron et Goethe. Donc le comte de Bridgewater un jour lui demande un tableau, c'est un pendant qui sera pour un tableau de Van Velde qu'il a dans sa propriété. Donc le premier tableau est un bateau qu'avec la voile qui penche sur la gauche. Et donc Turner va réaliser le pendant de ce tableau. Donc lui va faire une marine justement avec la voile qui penche de l'autre. Et c'est un tableau qui lui permettra de rentrer à l'Académie. Ensuite, Turner crée sa propre galerie pour exposer ses œuvres parce qu'elles sont quand même peu appréciées, donc certaines n'auraient pas pu être exposées directement à la Royal Academy, donc on peut voir même ça dans le film. En fait, il a une pièce à part, là c'est un peu mystérieux, il faut ouvrir les portes en grande pompe, soulever un rideau, et là on a accès à toutes ses œuvres. Lord d'Aigremont le convie dans son château aussi, donc c'est là je crois que dans le film on voit certaines scènes, c'est dans le château de Lord d'Aigremont quand justement Haydn arrive pour lui demander de l'argent. Il a une barque et il aime bien se promener sur sa barque le long de la Tamise. Et d'ailleurs, Monet fera la même chose. Monet se fera construire un bateau pour naviguer le long de la Seine. Et pour peindre le long de la Seine. Donc Turner est fasciné par les levées et couchers de soleil qu'il reproduit avec des pigments purs. Et il a une très très grande mémoire des couleurs et de la lumière, du ciel, de la campagne. Donc il peint sur des fonds blancs, ce qui donne des effets qui sont plus éclatants. Et donc il arrive à rendre avec l'huile en fait la clarté de l'aquarelle. Et d'ailleurs, on peut voir quand même à la fin de son œuvre, il va faire des tableaux qui sont de forme carrée, et à l'intérieur, en fait, c'est des motifs circulaires. C'est complètement fou, quoi. C'est des tourbillons de couleurs dans lesquels même on verra que son mécène John Ruskin a du mal à trouver ses repères. Il est aussi transporté par l'idée philosophique du sublime. C'est une idée philosophique donc de cette époque-là. C'est-à-dire que là, l'homme est confronté aux forces brutes de la nature, est confronté au cosmos, à l'infini. Donc on dépasse l'harmonie en fait pour arriver à une émotion encore plus forte. Et c'est ce qu'on peut voir sur un de ces tableaux où il a représenté le pont du Gothard là dans les Alpes. Il n'hésite pas à se mettre dans des conditions un peu extrêmes pour aller sur le motif. On peut le voir par exemple, il se fait ligoter au mât d'un bateau en pleine tempête. Il est ligoté par les marins parce qu'il veut ressentir jusque dans son corps en fait les effets de la tempête. Donc son corps est un véritable réceptacle et c'est ce qu'on peut voir après, ce qui est traduit dans son tableau Tempête en mer. D'ailleurs, il fait beaucoup de marine. Il est fasciné par la mer et les navires. Donc il y a beaucoup de scènes de naufrage avec des vagues, des creux de vagues qui sont à chaque fois prêts à nous engloutir.
Donc on peut classer un petit peu les œuvres de Turner en plusieurs périodes. Donc il y a quand même cette première période durant laquelle il est à l'étude, il imite les œuvres des maîtres dans ce qui lui plaisait. Dans la deuxième période, il travaille donc selon ce qu'il a découvert, mais il imite plus personne, il produit des belles compositions, des images idéales, et il n'est pas encore complètement dans la transcription de la nature et de ses émotions, et c'est seulement quand il arrive vers l'âge de 40 ans que là, il laisse parler ses instincts, son émotion, sa palette, et que là, on dépasse les théories esthétiques et il peint donc ce qu'il reçoit de la nature avec toutes ses tripes, quoi. Et à la fin de sa vie, là, il est un petit peu en moins bonne santé, il perd la vue, il a des problèmes cardiaques. Et est-ce que sa peinture s'en ressent? Ruskin, quand il parle de Turner, a l'air de dire que les dernières années de sa vie, il apprécie moins son travail les 5 dernières années de sa vie, quoi. Donc ce qu'on peut dire quand même, c'est que Turner a effectivement inventé une nouvelle peinture et qu'il était vraiment en avance sur son temps, quoi. Monet mettra 40 ans avant d'arriver à faire quelques impressions. Et mal, et pas du tout avec cette même légèreté, quoi. Effectivement, on n'est pas du tout dans... Alors Turner a eu plusieurs peintres d'inspiration qui défend. Il y a eu Claude Gelée dit Le Lorrain, chez qui il a justement appris à regarder le soleil. Il y a eu Poussin, il y a eu Le Titien, il y a eu Rembrandt, il y a eu Rubens. Que des mauvais. Il a toujours en plus séparé sa vie privée de sa vie d'artiste. Il a mis quand même sa vie d'artiste en avant. Il a jamais été marié. À la fin de sa vie, il va rester un peu dans l'anonymat. Il quitte sa maison de Londres et il s'installe à Chelsea, à Margate. Et il va devenir en fait Monsieur Booth. Monsieur Booth, c'est le compagnon de la logeuse qu'il a trouvé un jour, qui voulait aller peindre sur le motif. À Margate. Ouais, et ils vont aller donc, il va se faire appeler Monsieur Booth à la fin de sa vie. Sauf que là, apparemment, le médecin n'a pas l'air dupe, il a reconnu Turner. Ouais. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est tout l'héritage de Turner. Donc, à la fin de sa vie, il lègue tout son atelier. Et la vente de ses biens, en fait, doit permettre de construire une galerie qui est consacrée à son œuvre, mais aussi une institution pour venir en aide aux artistes. Donc, outre ces tubes, ces palettes, ces trousses, ces flacons, ce sont plus de 300 toiles, 3000 aquarelles, 20 000 dessins, des esquisses, des carnets. Enfin bon, c'est à peu près 32 000 œuvres qui vont être léguées. Oui. Voilà, et c'est en 1861, donc soit seulement 10 années après sa mort, la première galerie étant entièrement consacrée à Turner ouvre dans l'aile ouest de la National Gallery. Voilà un lieu où il faudra se rendre, quoi. Ouais. Et alors, dans l'histoire du château là, de Lorey-Gromont, où il fait un pendant à un tableau de Van Velde, il n'a pas pu s'empêcher de le faire plus grand que celui de Van Velde. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un pendant, quoi, où le pendant est beaucoup plus grand, quoi, parce que ça, c'est son côté, c'est moi, quoi, c'est pas un autre, hein. De ce que il était pas très différent d'Haydn de ce point de vue-là. Hein. Et que son papa aussi, non seulement lui achetait les pigments, mais les broyait aussi. C'est-à-dire que c'est un sacré boulot de broyer les pigments, hein. Ah oui, comme disait Piquet-Coul, il tendait ses toiles, etc. Il faisait ses commissions, en quelque sorte. C'est lui qui allait chez le droguiste pour acheter les couleurs, etc. Ouais, parce qu'en fait, il croyait au génie de son fils depuis tout le temps, quoi. Il a vraiment soutenu son fils tout au long de sa vie, quoi. Absolument. Et on voit dans le film l'amour qui les lie tous les deux. C'est vraiment étonnant. Parce que le personnage de Turner est vraiment un gros bonhomme, un peu, oui, comme dit, un peu fruste, un peu, apparemment, comme ça. Il embrasse son papa et son papa l'embrasse. C'est vraiment étonnant. Et il est très fier en plus de son père barbier. Hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivaient au sommet de leur enfin, qui est glorieux, enfin bon, qui se vantent d'avoir eu un père barbier. Hein, et oui, mais lui, c'était le meilleur barbier de Covent Garden. C'était vraiment, il n'y avait pas mieux, quoi. C'était un génie. Et très sensible, très intelligent, qui comprenait tout, etc. Bref. Papa, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc dans les peintres contemporains de Turner, on peut citer donc John Constable. Ouais. Et là, il y a une petite anecdote qu'on voit dans le film, et qui est une anecdote, quelque chose un fait qui s'est réellement passé. Donc, faut savoir qu'à Londres, justement l'année dernière, aux mêmes dates, il y avait la Tate Gallery qui exposait Turner, et il y a le Victoria and Albert Museum qui lui exposait Constable. Alors c'est exactement les mêmes dates d'exposition.
Donc ce sont deux peintres qui ont une année de différence et qui, en fait, bien que réunis tous les deux autour du goût pour le paysage et la nature, ont des personnalités très différentes et s'affrontent. Donc c'est cette confrontation que Mike Leigh justement a retranscrit lors de l'exposition annuelle à la Royal Academy en 1832. Donc les peintres ont accroché leurs œuvres. Donc ce sont les dernières retouches sur place, hein, donc avant l'application du vernis, d'où le terme de vernissage justement. Donc on voit cette grande salle. Alors il y a des tableaux partout, ça va jusqu'au plafond. Et là donc Turner s'aperçoit qu'il est à côté de Constable. Alors Constable a fait une grande tartine qui s'appelle l'inauguration du pont de Waterloo. Donc il y a pas mal de rouge, de vermillon, et il est en train de s'appliquer à mettre les dernières touches de rouge à son tableau. Et Turner arrive, regarde, il grommelle comme il le fait souvent dans le film. Et lui, il expose une marine qui est plutôt presque monochromatique, qui est dans les tons gris, pâle, bleu. Enfin, il y a pas ça n'expose pas justement de couleurs. Et là, donc, au bout d'un moment, il revient, il prend un pinceau et d'un geste très sûr, il rajoute une touche de rouge vif. Alors tout le monde le regarde un peu ébahi. Et en fait, il la transforme très rapidement en bouée. Et là, Constable comprend qu'en fait, il vient de perdre le prix de cette exposition, et il dit Turner est venu ici et il a tiré un coup de canon. Ah oui, c'est génial. Il faut voir parce que vraiment Constable, cette grande tartine nationaliste là, c'est de lourdingue, et l'autre à côté c'est très aérien, mais évidemment avec les rouges qu'emploie Constable à profusion là, les empattements de rouge dégueulasses. Évidemment, le tableau de Turner, il fait un peu palo, quoi. Mais c'est faut voir. Et puis sa touche sa bouée, il la met pas n'importe où sur le tableau. C'est le point focal du tableau, c'est-à-dire que le regard automatiquement, non seulement est attiré par le rouge, mais naturellement par le point focal. Donc, bon, voilà. C'est un coup de génie. C'est vraiment, voilà, c'est là qu'on voit que bon, le génie, c'est quand même quelque chose de bien. Ouais, on s'en rend compte en tout cas. Et en fait, c'est vrai que Constable et Turner ont des personnalités complètement opposées. Un Constable est un peintre qui n'a jamais quitté l'Angleterre, qui est resté attaché à son terroir, qui est marié, qui a 7 enfants, qui fréquente l'église anglicane. C'est un riche héritier d'un meunier de Suffolk. Et il est conservateur, donc lui il prend des notes sur le motif, il étudie les plantes, le sens du vent, les nuages, enfin il travaille d'une manière très méthodique, très laborieuse, alors qu'effectivement Turner lui va laisser toute la place à son imagination. Donc c'est vrai que plus, donc ce que je disais, plus les tableaux sont peints après son observation sur le motif, plus les détails s'estompent au profit des effets, que ce soit les effets du vent, de la mer, de l'eau, enfin comme dans sa série sur Venise et l'Italie. Donc là, on a toutes les couleurs, effectivement, qui envahissent l'espace, et que toutes les limites qui sont imposées par le dessin ont disparu, les figures deviennent évanescentes, avec une lumière qui nous capte en permanence, et on sent qu'effectivement l'impressionnisme n'est pas loin, et pourquoi pas même l'abstraction lyrique. Enfin, on est vraiment... Absolument, voilà. Oui, et alors à propos d'une anecdote à propos de l'expo à la Tête et à la Victoria and Albert Museum, c'est que la reine Victoria, dans sa jeunesse, a visité une exposition à la Royal Academy où il y avait Turner. Elle n'aimait pas du tout Turner. Alors moi j'aime bien que les Britanniques, ils sont quand même assez folkloriques, hein, et ils ont respecté ce truc puisqu'ils ont foutu Turner à la Tête, qui est une galerie quand même qui présente des auteurs, même des peintres même contemporains, etc. En tout cas des peintres d'imagination ou qui ont vraiment... Et puis ils ont foutu au Victoria and Albert Museum, hein, qui est un truc, bon, bref, une espèce de grosse bouse, machin. Et ils ont foutu, évidemment, Constable, parce que... Et moi, j'adore cette espèce de clin d'œil de l'histoire de l'art, quoi, parce que, bon, voilà. Ouais. Non, ça c'est, il y a chez les Anglais, il y a quelque chose comme ça de l'ordre. Alors on sait pas si c'est de l'humour, mais en tout cas ça y ressemble. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, en racaille, consacré aujourd'hui à Turner et Hayden, deux peintres, qui sont pas comparables évidemment. L'un est la lumière, l'autre est l'ombre. Enfin, tous les deux quand même intéressants, et voilà. Et puis, tout de suite, Pikeko va vous causer dans le poste de John Ruskin, qui était, si vous voulez, enfin, comment on appelle ça, celui qui... Son mécène.
Non. Son mécène, et puis qui l'a défendu. Enfin, qui l'a défendu toute sa vie et qui le considérait comme un immense un génie, etc., qu'il arrêtait pas, quoi. Bon, John Ruskin. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'était important d'en dire pas forcément beaucoup, mais de le mentionner, parce que déjà aussi on le voit dans le film. Il est dans le film, il est assez jeune, il est un petit peu presque un petit peu efféminé, il est tout fou, il est exalté. Enfin, donc c'est vrai que c'est difficile de parler de Turner sans au moins l'évoquer, quoi. Et alors l'histoire, c'est que Ruskin reçoit à l'anniversaire de ses 13 ans un livre illustré par Turner, et c'est à partir de cette découverte et de la passion qui en découle que Ruskin finira par écrire un texte unique qui va s'imposer sur la scène anglaise, donc avec la publication d'un premier volume qui sur la peinture, sur les peintres modernes. Donc là, il dresse un panégyrique de l'œuvre de Turner. C'est un livre que j'ai pu emprunter d'ailleurs à la bibliothèque. Donc c'est assez gros, il y a 150-200 pages et c'est vraiment, il parle de Turner tout le temps, il détaille tout. Enfin. Et donc la thèse principale de Ruskin, donc, est la supériorité des paysagistes modernes sur les modèles anciens qui étaient alors en vogue. Comme Haydn. Voilà. Et Turner aurait même déclaré que Ruskin voyait dans ses paysages beaucoup plus qu'il n'y mettait lui-même. Ça, c'est souvent le cas des critiques. Donc Ruskin est un sociologue et critique d'art et il deviendra donc le grand collectionneur de Turner. Il va avoir environ 300 dessins, puis des peintures. Mais lui-même est un aquarelliste qui a suivi qui a eu un cursus artistique, qui a aussi voyagé en Suisse et en Italie, où il cherche des lieux encore sauvages à peindre sur la toile. Mais bon, il n'est pas très connu comme aquarelliste. Il est doué, il est très cultivé et il est surtout, il a un grand savoir, il a une grande culture encyclopédique et il publie de nombreux essais sur des sujets de société, des sujets scientifiques, culturels. Il fait un manuel de dessin, il a écrit même un ouvrage sur l'architecture vénitienne, un ouvrage qui va fasciner Proust, quoi. C'est écrasant, cette histoire. Ah ouais, c'est complètement écrasant, ouais. Et d'ailleurs, Proust va traduire cet ouvrage et on dit que Ruskin fut le prophète de Proust. D'ailleurs, il le met en scène dans ses livres là sur tout ce qu'il a écrit, quoi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs et compagnie, là. Et donc, je sais plus par quel nom il lui donne, mais enfin, il est mis dans ces bouquins-là, quoi. Donc, Ruskin est quelqu'un qui est puritain, et on raconte que quand il a reçu une partie de l'héritage de Turner, en fait, il a été choqué quand il a découvert des carnets de croquis de Turner qui représentaient que Turner avait fait, donc, dans des lieux, avec des filles, dans des bordels, un petit peu, quoi. Voilà, donc il a croqué, voilà, il y a des dessins érotiques, voire un peu plus pornographique, et Ruskin aurait été choqué par ça, quoi. Il en a détruit. Mais c'est pas il a été employé pour justement mettre en ordre tout ce qui a été légué à l'Empire britannique de Turner, c'est ça. Il a rien hérité de Turner. Non, mais il devait effectivement faire le ménage un petit peu là-dedans. Voilà, c'est ça, et c'est terrible de voir que voilà les puritains, mais qui soient comment dirais-je, de l'église réformée ou qui soit catholique ou tout ce qu'on veut, c'est terrible, quoi, parce que voilà, pour eux, ils ont détruit des chefs-d'œuvre comme ça à travers l'histoire du monde, quelque chose d'incroyable, voilà. Soit parce que ça correspondait pas à leur foi, soit parce que ça choquait leurs principes moraux, enfin bon. Ouais, surtout qu'il est capable de défendre Turner, qui à l'époque est quand même incompris par une partie de ses contemporains, et après, effectivement, c'est paradoxal qu'il soit choqué par quelques carnets de croquis. Oui, surtout qu'il pensait que ça pouvait jeter une ombre sur desservir la mémoire de Turner, c'est surtout ça. Voilà, je crois que c'est sa principale motivation, c'est que à travers sa lecture de la morale et de ces choses-là, il pensait que ça pouvait nuire à la mémoire de Turner. Bon. Ouais, on continue donc. Bon, on va passer donc aux exploits à ne pas manquer. Il y a un film, il y a La femme au tableau de Simon Curtis. Ouais. Non, ça c'est un film aussi. Et les dessins de Dubout à Bernard. Ouais, vas-y, tu veux en parler un peu. Bon, donc il y a le film de Turner dont on parle depuis le début de cette émission, donc on conseille vivement. Hein. Bon, faut savoir qu'il est sorti en décembre 2014, que nous qui nous voulons intéresser par l'art, on a quand même mis pratiquement 7 mois avant de le voir. Ouais,
On se précipite doucement. Donc on n'a pas pu le voir au cinéma, ce qui est dommage, parce que je pense qu'effectivement, sur grand écran, c'était quand même quelque chose. Parce que le film est fait de telle manière qu'on a l'impression que les plans sont des tableaux de Turner, quand même. Absolument. Et quand on lit la vie Turner, on s'aperçoit qu'en fait, Mike Leigh s'est quand même beaucoup documenté et qu'il a représenté plein de petites choses. En fait, tout ce qu'il faisait à la vie Turner, en fait, est mis ici et là, quoi. Absolument. Ouais. Surtout, vous verrez, si vous regardez le film, vous entendrez surtout les grognements de Turner. C'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est Timothy Spall là, qui fait le rôle de Turner, qui joue merveilleusement bien. Je crois que d'ailleurs, il a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Ouais, d'ailleurs, moi, j'aurais bien vu Michel Simon dans son rôle. Encore pire que celui de l'anglais. Voilà. Et puis il y a le film de Mike Leigh. Non, c'est Simon Curtis maintenant. C'est la femme au tableau. Oui, là, c'est la femme au tableau de Simon Curtis. Voilà, là, c'est une histoire vraie. C'est l'héritage, si vous voulez, d'une famille juive allemande, autrichienne, persécutée par les nazis. Enfin, ils ont terminé la plupart à Treblinka, voilà. Et il y avait dans cet héritage 5 Klimt, si vous voulez, quoi, qui leur appartenaient, et que le musée de Vienne, comment il s'appelle ce musée déjà ? Ouais, enfin bref, que le musée de Vienne a phagocyté, c'était à eux, quoi, voilà. Alors, mais sans vergogne, hein, franchement, bref. Alors, c'est le combat d'une femme, très bien interprétée par je ne sais plus quelle actrice. C'est Hélène Mirren. Hélène Mirren, magnifique actrice, qui essaye de récupérer ses tableaux, non pas parce que elle est avide d'argent, de choses, elle n'en a rien à foutre de l'argent. Elle s'est réfugiée aux États-Unis, elle a monté une petite boutique de mode, elle est très heureuse comme ça. Voilà, elle a fui les nazis, elle en a réchappé, elle. Et on voit, si vous voulez, toute la vilainie, pour être gentil, hein, la saloperie, l'abjection des conservateurs de ce musée de Vienne, qui a un nom, c'est pas le Belvédère, je sais pas, enfin un nom, ce musée de Vienne, et qui emploie tous les moyens, si vous voulez, comment on appelle ça, les choses là, de droit, etc. Toutes les procédures. Toutes les procédures pour ne pas, si vous voulez, qu'on leur enlève ce trésor que sont ces peintures de Klimt, dont un grand portrait de la tante de cette femme, voilà. Donc, vous voyez, c'était très proche de la famille, et à la fin, elle va gagner. Elle va gagner son procès, mais ça n'a pas été joué en 5 minutes, grâce à un jeune avocat new-yorkais, qui est le fils d'une de ses amies et le descendant d'un grand compositeur de musique, c'est... Schoenberg. Schoenberg, voilà, c'est ça, voilà, le petit-fils de Schoenberg. Et voilà, bon, enfin, mais là, on peut voir toute l'abjection, justement, je répète, de ces gens qui ne tenaient absolument pas compte, qui n'en avaient rien à foutre que toute la famille ait été passée, est terminée au four crématoire. C'est pas ça qui les chagrinait. Ce qui les chagrinait, c'est de perdre la propriété de ces tableaux qui ne leur appartenaient pas, qui ne leur a jamais appartenu, qui était vraiment l'héritage de cette femme en direct. Il y avait un testament qui la faisait légataire universelle de ses œuvres. Voilà. Vraiment, avec Piquet-Con, on était bouleversé par cette histoire, un film magnifique. Il n'y a pas de longueur, c'est pas un truc gnangnan, c'est pas un truc pleurnichard, c'est des faits historiques, voilà, où sont mis en cause des êtres humains, persécutés par l'histoire, surtout par le nazisme allemand, ces abrutis congénitaux, qui ont exterminé comme ça des millions de gens, voilà. Et volés, surtout 100 000 œuvres ne sont pas encore restituées à leurs propriétaires. 100 000 œuvres. Alors, il faut dire que ils réagissent tous comme le musée de Vienne, ils sont pas en train de les revoir, leurs œuvres, parce que tout le monde n'a pas les moyens
Et la ténacité. Et la ténacité. Cette femme n'avait pas une grande ténacité. C'était ce jeune avocat qui en avait une pour elle. Et peu à peu, elle s'est rangée à ses avis, etc. Et peu à peu, parce qu'elle en avait rien à foutre parce que de la valeur, si vous voulez, fiduciaire de ses œuvres. Elle, c'était sentimental, c'était sa famille, etc. Mais elle était à certains moments, était prête à tout lâcher pour retourner dans sa petite boutique de mode et puis continuer sa petite vie tranquille, parce que elle avait eu la Gestapo au cul et tout ça, et elle en avait réchappé d'une manière vraiment miraculeuse, quoi. Avec son mari, ils ont réussi à embarquer dans un avion, mais jusqu'au dernier moment, ils avaient la Gestapo au cul, voilà. Ils ont même été... Enfin, son mari a dû se battre avec un gestapiste, lui foutait un pain pour le calmer. Voilà, ils ont été vraiment à une fraction de seconde de la mort, quoi. Il y a aucun doute là-dessus. Donc, voilà. Ouais. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que ce jeune avocat, au début, il est un petit peu léger, quoi. Il se passionne pas pour ça. Puis finalement, c'est quand il se retrouve à Vienne qu'il s'aperçoit qu'il a ses origines là, que sa famille a souffert effectivement aussi de la Gestapo, que finalement ce combat va aussi devenir le sien, quoi. Absolument. Ouais. Au début, c'est un avocat d'affaires qui pense qu'à faire des affaires, comme tous les avocats d'affaires. Et à la fin, il deviendra avocat pour justement la restitution des biens qui ont été volés, etc., etc. Ça sera sa carrière d'avocat par la suite, voilà. Ouais, donc c'est un très beau film, merveilleusement interprété. L'acteur qui joue le jeune avocat s'appelle Brian Reynolds, c'est pareil, il a une interprétation parfaite, quoi. Ouais. Moi j'ai juste dénoncé quelques longueurs sur les flashbacks, mais bon. Ouais. Ouais. Et donc la dernière expo dont on voulait rapidement vous parler, c'est une rétrospective des dessins d'Albert Dubout. Donc c'est à Bergerac au presbytère Saint-Jacques. C'est du 4 juillet au 29 août 2015. Voilà, tous les jours de 14h à 19h, c'est 2 €. Donc pour ceux qui ont la chance de se promener du côté de Bergerac, allez-y, hein, Robert, toi qui es fan des dessins de Dubout. Oui, et puis comme le disait ce cher Camus et Wolinski, c'était le plus grand dessinateur d'humour du XXe siècle en France, en tout cas. Et moi, j'ai un ami anglais qui était galériste, etc. Et pour lui, Dubout, c'est depuis sa jeunesse, c'est un espèce de génie, quoi. Voilà. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros.
No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.